En l'espace de 40 ans, la population mondiale a doublé. Nous étions 7,5 milliards à la surface de la Terre en 2017 et nous devrions, selon les estimations, être 10 milliards en 2050. Alors, je n'ai pas l'intention d'effrayer les claustrophobes ou les agoraphobes qui peuvent être présents dans le public ou par Internet, mais je tenais simplement à vous tenir informés des estimations démographiques qui sont tenues sur des éléments observables et prévisibles. Déjà dans les années 1960, le biologiste Paul Ehrlich évoquait la bombe P. Alors on connaît la bombe A pour la bombe atomique, la bombe H pour la bombe à hydrogène, et le P de population estimait qu'il y avait donc un danger à voir la population à la surface de la Terre grandir de cette manière-là. Il prévoyait dans son livre une évolution démographique très intense et pensait que cela pouvait mettre en péril toute l'humanité. Si la famine dont il a parlé n'a pas eu lieu, ou en tout cas pas dans les termes qu'il utilisait, l'évolution de la population mondiale est une réalité. Et aujourd'hui, on entend bien souvent parler des dangers et des risques de la surpopulation, que ce soit dans les médias d'information ou dans les médias de divertissement. On voit un peu partout des prophètes se dresser pour nous promettre des ressources insuffisantes, un écosystème débordé, un impossible financement des retraites. Alors fantasme ou réalité? La thématique du forum de cette année nous parle de la reproduction. Alors sans être un spécialiste de la question, on peut comprendre assez facilement que l'évolution de la reproduction est un élément important dans l'équation de la démographie. Les enjeux bioéthiques qui vont être abordés au cours de cette table ronde sont nombreux et complexes. Qu'est-ce qui détermine cette évolution démographique globale et quels en sont les enjeux? Comment et de quel droit les gouvernements entendent-ils contrôler ma reproduction ou notre reproduction? Enfin, les changements qui s'opèrent dans la manière dont on a de se reproduire, est-ce que ces changements ont un poids à l'échelle de la population mondiale? Autant de questions que les spécialistes ici présents vont tenter d'éclairer. Donc nous avons cette année l'honneur d'accueillir à cette table ronde donc Virginie Rosé, qui est chercheure à l'INED, Institut national des études de démographie, sociologue spécialisée sur les questions de genre et de reproduction. Elle a notamment réalisé une étude intitulée AMP sans frontières entre 2010 et 2012. Gilles Pizon, professeur au Muséum national, ancien élève de l'École normale supérieure. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, il est chercheur associé à l'INED. Il est également l'auteur de différents ouvrages dont la démographie mondiale. Laurent Toulmont, directeur de recherche à l'INED. Il a participé et dirigé de nombreuses enquêtes sociodémographiques en France sur les situations conjugales, les comportements de fécondité et les recours à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. Actuellement, ses travaux portent sur l'évolution de la population et des familles et la manière dont ils sont repérés dans les recensements. Et enfin, Jean-Louis Mandel, qui est professeur de génétique à la faculté de médecine de Strasbourg et professeur de génétique humaine au Collège de France. Il est également cofondateur du Forum européen de bioéthique et il suit donc cette manifestation depuis très longtemps. Alors n'est pas présent à cette table ronde Thomas Malthus, qui était un grand économiste britannique et qui déjà un siècle avant Paul Ehrlich, dont on a déjà parlé, était très pessimiste sur l'évolution démographique de l'espèce. D'où sa conception de vouloir à l'échelle politique une restriction de la démographie. Donc sommes-nous trop nombreux ou allons-nous être trop nombreux? Donc pour laisser la parole très brièvement dans un premier temps pour un tour de table très rapide, alors Malthus, hors notre Malthus, est-ce qu'il faut craindre la surpopulation ou est-ce que vous êtes pessimiste ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur l'évolution de la population? Ensuite on ira bien entendu plus en profondeur. Alors, Malthus, c'était il y a 2 siècles, on était 1 milliard d'humains sur la planète. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on est 7 milliards et demi. Alors, Malthus,
il parlait de la population d'Angleterre. À l'époque, c'était moins de 10 millions de personnes. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, c'est 65 millions d'habitants. Alors, il s'est trompé, parce que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Alors, on pourra discuter pourquoi, hein. Mais c'est vrai que la question revient toujours, avec toujours cette idée qu'on est trop nombreux, la population augmente trop rapidement. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas à propos d'Angleterre, c'est à propos de l'ensemble de la planète, et en particulier des pays du Sud. Monsieur Toulmont, Malthus sur notre Malthus. Alors, peut-être ce qu'on peut rappeler, je crois que Gilles, tu vas présenter des chiffres sur l'évolution à venir de la population mondiale, mais il faut avoir bien en tête que l'augmentation à venir de la population du monde, ça sera uniquement une augmentation du nombre d'adultes et du nombre de personnes âgées. Le nombre de jeunes enfants, lui, d'après les projections des Nations Unies, il va rester constant à l'avenir. Donc l'augmentation, le doublement qu'il y a eu, vous l'avez rappelé, dans les 50 dernières années, c'était vraiment une augmentation de la population grâce à la baisse de la mortalité et notamment la baisse de la mortalité infantile, mais aussi avec une fécondité assez élevée, alors que ce qui nous attend, c'est d'abord et avant tout un vieillissement de la population humaine grâce au progrès dans la lutte contre la mort, mais le nombre de jeunes enfants, lui, dans les projections de la population, il n'est plus destiné à augmenter. Donc on peut dire que cette explosion de la population, d'une certaine façon, elle est derrière nous, mais c'est un processus qui prend un siècle. Et donc le mouvement de frein est déjà amorcé, mais ça prendra encore au moins un demi-siècle et peut-être même un siècle pour arriver à son terme. Virginie Rosé. Alors au niveau macro, moi j'ai pas vraiment d'idée sur la question, mais ce que je peux dire, c'est quand on va sur le terrain, en fait, on s'aperçoit qu'il y a, pour reprendre le terme de Maria Cosio, il y a un certain malthusianisme de la pauvreté qui fait que c'est la pauvreté qui amène à faire moins d'enfants justement dans les pays du Sud. Donc voilà, ça peut remettre aussi en question la théorie de Malthus. D'accord. Monsieur Mandel. Oui, moi je suis le naïf, peut-être qu'on appelait dans le temps le grand témoin, donc j'ai aucune compétence particulière, mais effectivement je m'interroge quand même sur même l'évolution, moins d'enfants, où ça va être se stabiliser pour le nombre d'enfants, mais il y a quand même, notamment dans certains continents, ça va prendre quand même encore un peu de temps, parce que je pense qu'il y a une croissance vraie de la population. Et je me pose la question, et on en reviendra, sur par exemple même dans un pays comme la France, où on nous a toujours dit « Ah, c'est très bien qu'on soit les champions de la natalité en Europe, l'augmentation de la population, c'est très bien. Au niveau des grandes villes aussi, je vois par exemple, récemment, il y a eu les statistiques démographiques pour la France et les DNA, dernières nouvelles d'Alsace, qui sont très tristes parce que Strasbourg n'est plus la 7e ville de France et nous avons rétrogradé. Donc rétrograder, c'est tout de suite un mot, c'est pas bien. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que vraiment c'est un signe... voilà, est-ce qu'il faut vraiment toujours pousser à cet aspect nataliste ou pas? Voilà. C'est une question. Donc dans tous les cas, effectivement, la surpopulation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Les chiffres sont là, les prévisions, je pense, sauf grosse catastrophe, seront avérées par la suite. Donc finalement, pour aller un peu plus loin, Monsieur Pizon, quel état des lieux peut-on faire de cette notion de surpopulation mondiale? Est-ce que les discours apocalyptiques sont justifiés? Donc on a bien entendu votre premier élément de réponse. Et voilà, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus? Alors, je vous propose de poser un peu le contexte et dans l'histoire longue. Et je vous propose de remonter 2000 ans en arrière et de vous voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Alors, je vais utiliser, si c'est possible, une vidéo qui est accessible sur le site de l'Institut national d'études démographiques. Alors, est-ce qu'on peut avoir la projection? Voilà, elle apparaît sur le... Ah oui, elle est là, à côté. Voilà. Alors, là, j'arrête. Donc, je partais d'il y a 2000 ans, ici. On estime que les humains étaient peut-être 250 millions
sur Terre, mais c'était le double ou la moitié, il n'y avait pas de recensement comme aujourd'hui. Au cours des 2 millénaires qui ont suivi, la population n'a guère changé, elle a augmenté très lentement, alors c'était des taux d'accroissement de quelques pourcents par siècle, qui a fait que la population approchait le milliard d'habitants du temps de Malthus, vers 1800. Et là, la courbe change du tout au tout. Alors, la population franchit le milliard et puis elle se met à augmenter rapidement. Donc, 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999, 7 milliards, c'était il y a 5 ans, 6 ans. On est 7 milliards et demi. Alors, la vidéo est un peu ancienne. Donc, combien d'humains demain? Vous l'avez rappelé, les démographes comme nous annoncent 9-10 milliards en 2050, mais surtout, guère plus au-delà. Donc la croissance rapide d'aujourd'hui, ce serait terminé. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 siècles pour que la population se mette à augmenter? Alors là, je vais utiliser une autre vidéo qui explique finalement le changement. Alors c'est vrai qu'en science, ce type de courbe, on a l'habitude de les voir et on appelle ça, ou en tout cas je ne sais pas si mathématiquement c'est avéré, mais ça ressemble fortement à une courbe exponentielle. Alors voilà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une asymptote. Il faut savoir que jusqu'à il y a 2 siècles, partout sur la planète, et c'était vrai dans les pays du Nord, il y avait beaucoup de naissances, donc les femmes avaient 5-6 enfants en moyenne chacune, mais la majorité de ces enfants mouraient avant l'âge adulte. Et donc, il n'en restait que 2 qui, arrivés à l'âge adulte, avaient eux-mêmes des enfants. Donc, 2 parents remplacés par 2 enfants devenant adultes, la population n'augmentait guère. Au cours du XVIIIe siècle, il y a un événement, c'est que la mortalité se met à baisser. Alors, à l'époque, c'était uniquement en Europe et en Amérique du Nord. C'est les premiers progrès de l'hygiène et de la médecine, c'est les progrès socio-économiques. Résultat, moins de décès, tout autant de naissances. La population se met à augmenter rapidement. Mais là, on est en Europe et en Amérique du Nord. Jusqu'au moment où les familles, les femmes, les hommes, se mettent à limiter le nombre de leurs enfants volontairement. Et du coup, les naissances diminuent, la mortalité continue sa baisse. Résultat, alors ma courbe ne veut pas avancer, voilà. L'accroissement de la population se poursuit, donc la mortalité devrait continuer de baisser. Et les évolutions se poursuivant jusqu'au moment où la mortalité et la natalité atteignent un niveau bas avec un quasi-équilibre entre les deux. Donc c'est la situation que connaissent les pays du Nord, où les femmes, les couples ont 2 enfants, voire moins en moyenne. Donc ça c'est un modèle et les démographes pensaient qu'on allait vers l'équilibre à la fin. On va discuter de ça. Alors cette histoire, c'est ce que l'Europe a connu et l'Amérique du Nord au cours des 2 derniers siècles, et elle est en train aussi, elle est en train de se terminer dans les autres continents du Sud. L'Asie, l'Amérique latine, à leur tour, ont connu les progrès de l'hygiène et de la médecine et les progrès socio-économiques, donc la mortalité a baissé, et à leur tour, elles se sont mises à limiter leur naissance. Donc aujourd'hui, dans pratiquement tous les continents, cette histoire s'est produite. Alors, vous voyez que cette histoire, elle se traduit par un excédent des naissances sur les décès, temporairement, pendant cette période que les démographes appellent la transition démographique, et qui entraîne une multiplication de la population. Donc, l'Europe a vu sa population multipliée par 4. L'Asie, l'Amérique latine ont vu aussi leur population multipliée. Mais aujourd'hui, où on en est? Eh bien, en Asie, les femmes mettent au monde 2,1 enfants en moyenne chacune. C'est les statistiques des Nations Unies. Ça veut dire que l'Asie est au niveau de remplacement des générations. L'Amérique latine, c'est 2,0. Elle est même en dessous. L'Amérique du Nord, 1,9 enfants par femme, et l'Europe, 1,6. Donc, tous les continents, ou presque, sont au niveau de remplaçants ou en dessous. Alors, il y a un continent qui fait exception, mais pas totalement, c'est l'Afrique. 4 enfants et demi en moyenne par femme. Mais la fécondité baisse aussi en Afrique. Simplement, elle s'est mise à baisser plus tard que dans les autres continents. Résultat, il y a un accroissement de la population
des pays du Sud, et en particulier de l'Afrique, à attendre parce que les évolutions ont eu lieu plus tard. Alors aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. Sur le total de 7,5 milliards, ça fait un habitant de la planète sur 6. Les démographes annoncent en 2050 2,5 milliards d'habitants en Afrique, donc le double d'aujourd'hui, pour une population totale mondiale de 10 milliards, donc ça serait un habitant sur 4 de la planète en Afrique. Et en 2100, si on prolonge les projections, eh bien, le total mondial serait de 11 milliards, c'est les projections moyennes des Nations Unies. L'Afrique en compterait 4,4 milliards, donc plus d'un habitant sur 3. Et donc au XXIe siècle, on aurait peut-être un habitant sur 2, un habitant sur 3 de la planète en Afrique. Alors, tout ça, c'est des projections. L'avenir n'est pas encore écrit, mais vous savez qu'en démographie, il y a une inertie, et donc les annonces à 10, 20, 30 ans sont relativement solides. La majorité des humains qui vivront en 2050 sont déjà nés. On sait la part à peu près de ceux qui sont actuellement en vie, les 7,5 milliards, qui ne seront plus en vie en 2050. Et puis quant aux nouveau-nés qui vont arriver d'ici 2050, on peut estimer leur nombre parce que les femmes qui mettront au monde des enfants dans les prochaines décennies, elles sont déjà là. On sait combien elles sont, on peut faire des hypothèses. Donc, on ne va pas échapper à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants sur la planète d'ici 2050. Ce surcroît, il va avoir lieu essentiellement dans les pays du Sud et principalement en Afrique. Donc l'Afrique va peser de plus en plus. Et donc, on peut en discuter, mais on n'échappera pas à cette redistribution de la population. Et ceci, même si, également en Afrique, les femmes, les familles adoptent de plus en plus la famille de petite taille, et cela volontairement. Alors, j'ai été un peu long, mais c'est pour tracer un peu le cadre. Après, on peut discuter. Mais merci pour ces informations, mais je voulais juste revenir sur un point. Donc, si j'ai bien compris, cette courbe, donc je disais avant, a l'air d'être ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Finalement, elle n'est pas exponentielle, c'est-à-dire qu'elle va. Ça a été rappelé, c'est que ça a été le cas jusque dans les années 60, où la population augmentait rapidement avec un taux d'accroissement qui augmentait d'année en année. Mais ça fait maintenant 50 ans que la croissance démographique mondiale se poursuit, mais avec un taux qui, à l'inverse, diminue d'année en année. Donc le maximum de taux d'accroissement a eu lieu dans les années 60, avec plus de 2% par an d'accroissement annuel. Depuis, le taux d'accroissement a diminué de moitié. Il est autour de 1% par an, ce qui correspond à un doublement de la population tous les 65 ans. Et il continue de baisser d'année en année. Donc, non seulement il n'y a pas de bombe démographique, mais il y a une décélération de la croissance qui est relativement importante, même si ce n'est pas un arrêt de la croissance tout de suite, ce que beaucoup se désespèrent. Hein. Il y en a qui pensent qu'il faut arrêter la croissance tout de suite, on est trop nombreux. Alors, il y a 3 solutions. Soit on augmente la mortalité, mais personne ne souhaite revenir à l'ancien temps. Soit on envoie des gens sur Mars, c'est pas encore tellement... Il y en a qui réfléchissent. Hein. Soit alors on fait que les femmes aient peu d'enfants, mais c'est déjà ce qui se passe pratiquement dans toutes les régions du monde, les femmes, les couples veulent peu d'enfants, mais des enfants de qualité. Autrefois, on avait beaucoup d'enfants, la mort décimait un peu au hasard, donc il y avait un espèce de pari, et c'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'enfants, pour qu'il y en ait quelques-uns qui survivent. Aujourd'hui, les enfants qu'on met au monde, ils sont pratiquement tous assurés de devenir adultes. Et donc, les parents, ils en ont peu, mais ils investissent sur chacun d'eux pour qu'ils aient une vie presque meilleure que la leur. Hein. Et ça, c'est un phénomène mondial. Et c'est vrai aussi en Afrique, même si on peut se poser des questions sur la rapidité avec laquelle l'Afrique adopte la famille de petite taille. Ça, c'est une question qu'on pourra discuter. Donc effectivement, déjà, ça tord le cou à une première croyance qui était celle d'une croissance qui ne s'arrêtera jamais. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai qu'on avait l'impression que la population à la surface de la Terre allait croître jusqu'à l'explosion de cette bombe. Donc on se rend bien compte qu'en matière de démographie, d'abord les idées reçues ne sont pas forcément les bienvenues et il y a tout un modèle mathématique, statistique qu'il convient d'étudier.
et qui m'amène parfois à me poser la question finalement de qui vient le désir d'avoir un enfant. Est-ce que c'est finalement chaque individu propre qui va avoir dans l'intimité de son couple envie de faire 2, 3 enfants, ou alors est-ce qu'il y a des éléments qui sont supra-individuels qui viennent nous influencer? Alors je vais laisser la parole à Virginie Rosé pour nous dire un peu ce qu'elle en pense. Alors là, on redescend à un niveau légèrement plus bas, au niveau individuel, et on va parler essentiellement de la France. Donc moi, je dirais qu'il y a, je parle plutôt de choix, de décision, hein, que de désir en tant que sociologue. Et je dirais que vouloir des enfants donc en France, ça relève de 3 choix. Déjà, c'est surtout, comme vous l'avez dit, un choix personnel, un choix intime. C'est aussi souvent un choix conjugal, donc l'enfant il est considéré comme le prolongement du couple, comme la concrétisation de l'union conjugale, et il est souvent décrit, notamment dans les entretiens que j'ai menés, comme la suite logique du couple. Donc avoir un enfant, c'est un peu réunir 2 parcours individuels pour former une histoire commune. Mais c'est aussi un choix social. C'est une volonté souvent inconsciente de se conformer à la norme sociale dominante qui est celle d'avoir des enfants et de devenir parent. Une des femmes d'ailleurs que j'ai rencontrées m'a dit est-ce qu'on n'a pas envie parce qu'il faut avoir envie d'avoir des enfants? Alors fonder la famille, ce serait en quelque sorte l'œuvre du social dans l'individuel et une façon aussi de faire comme tout le monde et de ne pas se mettre en marge de son réseau relationnel. Alors la société, elle rappelle constamment cette norme en exerçant sur certaines personnes une pression sociale à concevoir. Mais cette pression ne s'exerce pas sur n'importe qui. Elle va davantage s'exercer sur les couples hétérosexuels qui ont entre 25 et 35 ans. On pose rarement la question alors cet enfant c'est pour quand à un homme ou une femme qui n'est pas en couple ou à un homme ou une femme qui serait considéré comme trop jeune, donc autour de 20 ans, ou au contraire considéré comme trop vieux pour avoir un enfant après 45 ans. Alors cette pression, elle va également principalement s'exercer sur les femmes de ces couples et les hommes sont moins sollicités en règle générale sur leur décision d'avoir des enfants et leur projet parental. Alors il y a 2 effets importants de cette norme sociale dominante et de cette pression sociale à concevoir. C'est qu'elle rend d'autant plus difficile l'expérience de l'infertilité, puisque les personnes et les couples sont constamment sollicités, ils se situent hors de la norme, et ça peut expliquer notamment certains acharnements thérapeutiques, pour reprendre les termes de Geneviève de Lézy-Parseval, c'est-à-dire tout faire pour concevoir un enfant. Parce que la parentalité adoptive, elle est socialement acceptée, elle est valorisée, mais c'est quand même la parentalité biologique, donc physique et génétique, qui reste la plus valorisée, et c'est celle généralement qu'on souhaite réaliser en premier lieu. Alors un autre effet de cette norme et de cette pression sociale à concevoir, c'est qu'elle stigmatise et elle marginalise celles et ceux qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, et surtout les femmes qui décideraient d'échapper à leur destin maternel. Voilà. Merci. Donc effectivement, à l'échelle sociale, on voit bien qu'il y a toute une dimension qui va venir influencer la reproduction et la natalité. Monsieur Toulmont, est-ce qu'à l'échelle politique, il y a une influence? On a l'impression, en tout cas, qu'en fonction des aides qu'on va percevoir, qu'en fonction de la politique de restriction du nombre d'enfants par femme, etc., il va y avoir une influence aussi à l'échelle individuelle et à l'échelle d'une population. Oui, alors par rapport à ce que Gilles nous a expliqué tout à l'heure sur l'augmentation de la population, dans les pays développés, c'est plutôt la crainte d'une fécondité trop basse qui domine. L'idée que les couples ou les femmes ne feraient pas assez d'enfants. Donc Virginie a parlé de cette norme qui pousse les femmes ou les couples à avoir des enfants. Et il y a dans beaucoup de pays un discours, alors plus ou moins explicite, pour inciter les couples à faire davantage d'enfants. Alors les moyens peuvent être directs avec des aides financières pour la fécondité, ils peuvent être aussi indirects, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il y a des politiques sociales en faveur de l'éducation, en faveur du logement, qui sont plutôt conçues comme des politiques de lutte contre les inégalités
Par exemple, la politique d'éducation libre et gratuite et de bonne qualité, c'est d'abord pour offrir l'égalité des chances, mais ça permet aux parents de revenir en emploi parce que les enfants vont être à l'école, notamment la question des horaires, et on le voit quand on compare les pays d'Europe, la question des horaires de l'école ou même des classes maternelles sont des éléments très importants. Donc, excusez-moi, ça veut dire qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir comment fixer les horaires d'école de nos enfants pour finalement nous inciter à travailler plus ou à faire moins d'enfants. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'avoir des enfants, Virginie l'a dit, il y a une pression, mais c'est aussi un piège. Hein. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils profitent de la vie. On a parlé hier de l'individualisme, du fait de vivre. Bon. Et avoir des enfants, ça impose des contraintes. Et dans nos sociétés, ces contraintes, c'est d'abord sur les femmes qu'elles portent. Et donc, c'est un piège social pour les femmes de devenir mères, et notamment en termes de carrière professionnelle, il y a un choix à faire. C'est compliqué de s'occuper de ses enfants et de travailler. Et donc, soit on partage le fardeau familial et on incite les pères à s'occuper des enfants, soit on incite les mères à s'arrêter de travailler, soit on trouve des systèmes collectifs pour que les contraintes d'élevage ou d'éducation des enfants soient prises en charge par d'autres personnes que les parents. Et donc, c'est une question qui est posée de façon très différente dans les différents pays. Il y a des pays où la norme, disons, pour un couple qui a un enfant, c'est que l'homme s'arrête de travailler pendant 10 jours et la femme s'arrête de travailler pendant 2 mois. Ça va être la norme en France, alors que dans d'autres pays d'Europe, la femme va s'arrêter de travailler pendant 6 ans. Et ensuite, elle va reprendre un travail éventuellement, mais seulement à temps partiel avec un tout petit salaire. Et donc, on voit bien que la question d'avoir des enfants, elle ne se pose pas du tout dans les mêmes termes selon qu'on a organisé la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et donc, ça pose des questions notamment sur la place des femmes et des hommes dans la société, sur la place des pères et des mères dans l'organisation de la vie familiale, qui sont compliquées. On voit, il y a des pays au sud de l'Europe ou des pays en Asie, où la fécondité est très basse, c'est considéré comme un problème politique très grave, mais il y a une espèce d'impasse, parce que les hommes reprochent aux femmes de ne pas faire d'enfants, et les femmes disent aux hommes qu'elles veulent juste être des adultes, et qu'elles ne peuvent pas être à la fois des adultes et des mères. Et donc, il y en a beaucoup qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Et donc, la façon dont ces choix se posent, ils dépendent de normes sociales, ça a été indiqué, mais ces normes sociales, elles sont aussi construite par un espèce de consensus dans lequel les règles politiques sont importantes, mais là, ce sont vraiment des déterminismes qui sont plutôt sur le moyen terme. C'est difficile de faire changer le comportement des personnes d'une année à l'autre. C'est plutôt des évolutions qui prennent des décennies pour s'établir. Et en France, est-ce que vous percevez un changement de cette nature-là? Parce qu'on entend parler beaucoup à la radio, à la télévision, justement, de ce congé paternité qui est de plus en plus pris, et éventuellement qui devrait être allongé. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont changer? Alors, ça change sur plein de questions bioéthiques, mais est-ce que sur la question de la démographie et de la place du père, puisqu'on est quand même encore dans la reproduction, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous percevez qu'il y a quelque chose qui va évoluer au cours des prochaines années? Alors, en France, il y a eu, d'une part, les discours égalitaires sont devenus très présents, alors que les comportements dans les familles restent inégalitaires. Donc il y a une situation un peu d'instabilité, où les discours sont de plus en plus égalitaires, mais les comportements ont assez peu changé. Les femmes passent un peu moins de temps à la maison, mais grâce à toutes les machines, disons, qui permettent de gagner du temps. Et les hommes, ils passent pas beaucoup plus de temps. Ça se compte plutôt en secondes par jour, le temps supplémentaire que les hommes passent à s'occuper du ménage et des enfants. Et par contre, la fécondité reste à des niveaux assez élevés, parce que le coût d'avoir des enfants, d'un point de vue social, est plus faible que dans d'autres pays, et notamment en termes de carrière. Alors le prix que les femmes doivent payer en France, c'est la double journée. La norme, c'est que les femmes vont être à la fois des travailleuses et des mères. Alors que dans d'autres pays, les femmes refusent cette conciliation qui parfois est beaucoup plus difficile qu'en France. Donc moi, mon impression, c'est que le niveau de la fécondité devrait rester assez haut en France, même s'il baisse depuis quelques années. Et la position, disons, des hommes et des femmes dans les familles ou dans la vie sociale, c'est vraiment une question politique qui déborde les questions de fécondité, et c'est assez difficile de voir comment, disons, les luttes contre les inégalités entre hommes et femmes, mais aussi d'une manière générale les luttes contre les inégalités sociales, s'organisent, se mettent en place à l'échelle des villes, mais aussi à l'échelle du pays, voire de l'Europe tout entière.
D'accord. Et une question peut-être que j'ouvre à toute la table ronde. Est-ce que, finalement, sur la question de la justification, est-ce que l'État doit s'immiscer dans ce désir d'enfant, qui, on l'a bien compris, est intime et social? Est-ce que, on l'a vu par exemple dans certains pays asiatiques, notamment en Chine, il y a une restriction très forte. Est-ce que c'est un cadre politique qui est très autoritaire? Est-ce que, voilà, comment doit se positionner le gouvernement, l'État? Est-ce qu'il doit intervenir? Est-ce qu'il doit laisser faire? Est-ce que de quelle manière ça va influencer véritablement la richesse du pays ou l'économie du pays, de voir la population vieillir, ou au contraire la population se rajeunir ou être trop nombreuse? Alors, beaucoup d'États et de gouvernants, et ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, ont voulu infléchir les courbes démographiques. Alors, la France est un bon exemple, qui a une politique nataliste qui a commencé il y a plus de 100 ans, suite aux défaites dans les guerres franco-prussiennes et franco-allemandes. C'est un petit peu par contre-coup qu'est née la politique nataliste française. Mais alors, il y a des États qui ont mis en place des politiques, au contraire, de limitation de la natalité. Voilà. Alors, au total, si on fait le bilan, ces politiques, il ne faut pas surestimer leur effet. Vous parliez de la Chine. C'est vrai qu'en 1978, le gouvernement chinois a mis en place la politique de l'enfant unique. Le gouvernement était inquiet de la croissance rapide de sa population. Il se trouve que, à l'époque où la politique de l'enfant unique a été mise en place, les Chinois et les Chinoises avaient déjà limité leur naissance de près de moitié. C'est-à-dire que la fécondité en Chine se situe autour de 6 enfants jusqu'à la fin des années 60, et elle s'était mise à baisser sérieusement. Et donc, cette politique très contraignante est venue à un moment où, de fait, les couples en Chine limitaient leur naissance. Il y avait déjà, voilà. Et donc, il ne faut pas attribuer à la seule politique de l'enfant unique le mérite, si on peut dire, de cette évolution. Un autre exemple, c'est l'Inde. C'est un des premiers pays du Sud qui a mis en place une politique de limitation des naissances, pratiquement dès son indépendance, dans les années 50. C'est un État qui était obsédé par la croissance démographique rapide du pays, qui était considéré comme un frein au développement du pays. Et donc, le gouvernement indien n'a cessé de mettre en place et d'avoir des politiques de limitation des naissances, mais très contraignantes, dans les années 50-60, sans aucun effet visible sur les indicateurs. Au contraire, la fécondité a augmenté. Cette politique a été très mal vécue par la population. Elle a entraîné des révoltes. Le gouvernement d'Indira Gandhi a sauté suite à des révoltes contre des politiques, des campagnes de stérilisation forcée. Alors, ça ne veut pas dire que les Indiens et les Indiennes ne se sont pas mis à limiter les naissances, mais c'était plus tard, à un moment où ils ont eu envie d'avoir moins d'enfants. À l'époque de ces premières politiques de limitation des naissances, qui n'ont pas eu d'effet, ils ne souhaitaient pas. Et pour la Chine, si on a l'impression que cette politique de l'enfant unique a été un succès, c'est parce que c'était justement le moment où les Chinois et les Chinoises voulaient moins d'enfants, parce qu'il y avait eu un développement économique, une progression, et donc, voilà. Et donc, à chaque fois, une politique, qu'elle soit anti-naissance ou pro-nataliste, elle ne peut avoir d'effet que si elle rencontre un souhait des familles, des femmes, des hommes, soit d'avoir moins d'enfants, soit d'avoir plus d'enfants. Alors, dans nos pays, Laurent Toulmont le dit, il y a des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Je ne suis pas sûr que ça soit un choix, parce que dans les enquêtes, quand on pose aux questions, est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Alors, pour des jeunes, ou alors pour ceux qui sont plus âgés, quel nombre d'enfants vous auriez souhaité avoir? Souvent, il est autour de 2, ou un peu plus. Et donc, le chiffre observé des naissances est un petit peu en deçà. Et donc, toutes ces politiques, elles ne peuvent avoir que des effets assez modestes. Finalement, c'est la volonté, le désir des femmes, des hommes qui priment, et la politique ne peut jouer un rôle que si elle va dans le sens des désirs. Elle ne peut pas contraindre. Et ça s'est vu, il y a plein d'exemples.
Donc au départ, c'est bien le choix et le désir des familles, et la politique peut avoir un effet à la marge en accompagnant ce désir, mais pas en allant contre. Merci. Pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, l'être humain s'est reproduit de manière naturelle, sans avoir aucune action et aucun levier à actionner sur sa reproduction. Le point d'orgue de toute cette évolution est très probablement le Forum européen de cette année, c'est-à-dire qu'en fait, on pose la question de produire ou se reproduire, c'est-à-dire aujourd'hui, l'être humain est en capacité d'avoir une action à la fois sur sa fertilité, ça c'est depuis quelques années, et à la fois sur l'évolution, sur la transmission génétique de ce qu'il va apporter, et sur la manière même dont on a de se reproduire. Donc on voit bien que sur un plan sociologique, il y a probablement une évolution très importante qui est en train d'émerger, qui est justement cette capacité d'agir sur sa reproduction. Virginie Rosé, on nous a promis déjà à l'époque de la contraception un effondrement de la structure familiale. Voilà, on a l'impression aujourd'hui qu'avec le débat sur la MP pour toutes ou la grossesse pour autrui, on nous promet également un effondrement de cette structure familiale et on nous dit que c'est peut-être la fin de tout ce qu'on avait avant et qu'on s'aventure vers quelque chose de très difficile, très compliqué. Et c'est quand même si ça touche peut-être pour l'instant un nombre de personnes assez réduit, c'est quand même un changement socio-démographique, en tout cas quelque chose qui s'annonce comme quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette évolution ? Alors déjà, je voudrais dire que le modèle dominant, c'est-à-dire statistiquement majoritaire aujourd'hui, ça reste le modèle classique d'un homme père, une femme mère et un ou des enfants issus de leur union et fabriqués par relation sexuelle. Donc c'était le cas en 2012 de 79% des familles en France. Et en 2009, on estimait également que 91% des enfants âgés de 0 à 3 ans, ils vivaient avec leurs deux parents de sexe différents. Alors néanmoins, on observe effectivement des changements dans la façon de fabriquer les enfants et d'accéder à la parentalité. On peut désormais devenir parent et concevoir un enfant sans participer génétiquement ou corporellement à sa fabrication. Il y a, pour reprendre le titre du livre de Bertrand Pullman, il y a aujourd'hui 1001 façons de faire les enfants. Alors avant, la mère était systématiquement celle qui fournissait le matériel génétique, qui portait l'enfant in utero et qui accouchait de l'enfant qu'elle avait donc conçu par relation sexuelle. Mais aujourd'hui, une femme, elle peut concevoir un enfant et en être la mère sans relation sexuelle, avec la fécondation in vitro, sans fournir le matériel génétique, avec le don d'ovocytes, voire même sans être enceinte et accoucher, avec la gestation pour autrui. De même pour un père, il peut fabriquer, j'insiste sur le mot fabriquer, pas avoir, mais fabriquer son propre enfant sans transmettre ses gènes, avec le recours au don de sperme. Alors, il y a une pluralisation, effectivement, des modèles reproductifs qui conduisent, de fait, à une diversification des modèles familiaux et parentaux, ce que Suzanne Golombok appelle aujourd'hui l'émergence de familles modernes. Alors, effectivement, ces nouvelles façons de concevoir, elles rendent possible la monoparentalité choisie, qui est différente de celle issue de séparation, divorce ou veuvage, l'homoparentalité et la maternité dite tardive. Alors, il est même possible aujourd'hui pour un homme, un transsexuel femme devenue homme, mais sans avoir été opéré, d'être enceint et d'accoucher, avec le fameux cas que tout le monde connaît de Thomas Béassi. Alors, la fabrication d'un enfant, elle dépasse la binarité sociale, l'intraconjugalité et l'hétéronormativité de la reproduction. On peut en effet aujourd'hui faire un enfant et devenir parent seul ou à plusieurs. Et il y a plusieurs acteurs et actrices qui sont possibles et qui peuvent intervenir aujourd'hui dans la conception. Donc il y a celles et ceux qui donnent les gamètes, celles qui portent l'enfant et celles et ceux qui élèveront l'enfant. Et ces acteurs et actrices, ils peuvent venir de différentes parties du monde. On peut avoir, pour faire un même enfant, une donneuse sud-africaine, un donneur danois, une gestatrice américaine et des parents français. Alors, les nouvelles techniques de reproduction, elles élargissent le champ des possibles.
Et alors, une précision quand même, c'est différente. La plupart de ces configurations familiales existaient bien avant les avancées de la médecine reproductive. Inutile de vous dire que les couples de même sexe ou les femmes qui n'étaient pas en couple, eh bien, ils avaient des enfants et ils devenaient parents avant justement toutes ces techniques. Mais aujourd'hui, ces techniques, elles viennent faciliter les démarches et faciliter la construction du projet parental. Pour vous dire un exemple, les femmes que j'ai rencontrées et qui avaient décidé de faire un enfant seul, donc sans être en couple et d'avoir recours à un don de sperme, elles m'ont expliqué que ce projet était aujourd'hui beaucoup plus facile, beaucoup plus transparent et beaucoup plus sain que si elles avaient eu une relation d'un soir sans lendemain. Alors, la diversification des modèles donc reproductifs, parentaux et familiaux, ça s'opère un peu partout dans le monde, y compris dans les pays où les lois d'AMP sont restrictives en termes d'accès et de possibilités. Donc, comme je disais, quel que soit le contexte légal, en fait, les hommes, les femmes et les couples qui souhaitent vraiment un enfant, ils trouvent de toute façon des solutions, des arrangements pour justement essayer de concrétiser leur projet. Et une de ces solutions, c'est justement d'aller à l'étranger pour avoir recours à une assistance médicale à la procréation. Alors tout ça pour vous dire que tous ces changements, ils sont marginaux, ils ne viennent pas bouleverser la dynamique, les dynamiques démographiques, mais ils sont réels et ils sont inévitables. Ils soulèvent des questions sociales, à la fois sociales et aussi des enjeux politiques. Parmi ces enjeux politique, on peut se demander, par exemple, est-ce que l'État, les médecins et la société vont ou doivent accompagner ces changements qui sont inévitables ou pas. Un autre enjeu, c'est de redéfinir aujourd'hui aussi, à la fois socialement et juridiquement, ce qu'on entend par être parent. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'un père? C'est un enjeu qui est important car en attendant, ces familles, elles rencontrent des problèmes juridiques quand, par exemple, l'État ne veut pas reconnaître les parents de leurs enfants. Je ne sais plus dans quel sens je le dis. Et il y a un manque également aussi parfois pour ces nouvelles familles, pour ces familles modernes, de légitimité sociale. D'accord. Est-ce que, Monsieur Toulmont, sur la partie démographique, est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui reste tout à fait minoritaire dans une dynamique globale, ce qu'on peut comprendre assez aisément? Oui, peut-être en contrepoint à ce que vient de dire Virginie Rosé, on peut dire qu'en France, il y a beaucoup moins d'enfants sans père qu'autrefois. Et il y avait, de tout temps, des enfants, des bâtards, qui naissaient souvent de manière inopinée, avec des grossesses qui n'étaient pas prévues, et des femmes qui élevaient seules leurs enfants, souvent dans des conditions de discrimination très fortes. Et aujourd'hui, grâce d'une part avec le fait que les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants nés de parents mariés, grâce également à la maîtrise de la fécondité par la contraception et les interruptions volontaires de grossesse, il y a aujourd'hui très peu d'enfants sans père, beaucoup moins qu'il y a 40 ou 50 ans. Et donc, c'est important de relativiser. Virginie Rosé l'a dit, les nouvelles façons, ces 1001 façons de faire des enfants, elles posent beaucoup de questions nouvelles. Mais du point de vue démographique, les enfants sans père, c'est d'abord des enfants qui naissent après des relations sexuelles et alors que le père génétique a refusé de reconnaître son enfant. Et ça correspond à peu près à 7% des enfants à la naissance. Au bout de 5 ou 6 ans, un autre homme peut éventuellement reconnaître l'enfant. On ne sait pas très bien si c'était lui-même le géniteur ou à quel moment il a décidé de devenir le père, puisqu'en France, ce sont les hommes qui décident de reconnaître les enfants quand les parents ne sont pas mariés. Mais il y a quand même, disons, plus de 2% des enfants aujourd'hui qui n'ont pas de père légal. Et c'était peut-être 5 ou 6% il y a 40 ou 50 ans. Et à comparer aux enfants qui vivent avec des parents de même sexe qui sont quelques pour 1000. Enfin, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc il faut bien relativiser ce qui pose des questions nouvelles. Et
on est ici à un forum de bioéthique, et s'il est clair que ces nouvelles façons de faire des enfants, elles posent des questions, mais elles posent pas du tout des questions par leur nombre, parce que par leur nombre, elles sont quasiment inexistantes. On le voit bien quand nous on fait des enquêtes, il faut faire des efforts très très importants, et Virginie Rosé a évoqué des entretiens, il faut vraiment aller les chercher, les couples qui vivent avec des enfants qu'ils ont fait de ces façons. Et quand on regarde l'ensemble de la population, encore une fois, les enfants sans père, ce sont des enfants qui n'ont pas été reconnus par leur géniteur. Alors j'ai deux petites questions à rajouter. Je sais que vous travaillez beaucoup sur les questions de recensement et finalement tous les chiffres dont on parle, on ne pourrait pas les avoir à vue d'œil et on a besoin d'avoir des éléments scientifiques de recensement. Alors deux questions. D'abord à l'échelle démographique, qu'est-ce que c'est un père? Est-ce que le père, c'est dans une filiation psychique? Est-ce que c'est le père le donneur de gamètes? Est-ce qu'on va considérer dans les recensements que le père, par exemple dans le cadre d'une AMP, est-ce qu'on va recenser le père comme le père légal, s'il a été reconnu? Est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce que dans la définition dans la définition du père démographique, il y a un parti pris qui est pris? Alors, dans le recensement, les gens sont théoriquement obligés de répondre et ils n'ont pas le droit de donner des réponses sciemment erronées. Dans la plupart des enquêtes, ça n'est pas le cas. On pose des questions aux gens et les gens nous répondent. Et on peut avoir des situations, par exemple, où un beau-père va se déclarer le père. Il peut d'ailleurs avoir reconnu l'enfant, il peut l'avoir adopté par une adoption simple. Donc, il y a tout un continuum entre des hommes qui élèvent des enfants et qui se considèrent légitimement comme un père, et puis des pères reconnus, disons, par une situation légale. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que les hommes ont un peu tendance, en cas de rupture d'union et de remise en couple, il y a une partie d'entre eux qui arrêtent d'avoir des relations avec leurs enfants et qui vont au contraire considérer que leurs beaux-enfants, ils les élèvent. Et donc les hommes vont plus facilement dans les enquêtes oublier ou ne pas faire référence à des enfants qu'ils ont eus et considérer leurs beaux-enfants comme leurs enfants. Donc, dans les enquêtes, on considère que les personnes nous disent ce qui correspond à leur situation et on ne fait pas, disons, d'enquête policière. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand on demande aux femmes combien elles ont d'enfants et quand on demande aux hommes combien ils ont d'enfants, il manque un petit peu des enfants quand on interroge les hommes. Il y a à peu près 6% des enfants qui sont passés à la trappe et c'est pas du tout parce que les femmes ont fait des enfants sans père, c'est pas du tout parce que les hommes ont oublié, c'est juste qu'ils n'ont plus de relation avec ces enfants et dans les enquêtes, ils ne souhaitent pas parler de ces enfants. D'accord. Et ma deuxième question, c'était... Ah oui, Monsieur Mandel. Non, mais je voudrais peut-être poser une question, mais qui revient un peu avant. D'une part, quand même, sur les politiques, l'influence des politiques, on a vu quand même la différence entre la France et d'autres pays européens, c'est qu'effectivement, il y a un affichage de politique nataliste qui a d'excellents côtés, c'est-à-dire école maternelle, éducation gratuite, etc. Et puis des choses qui permettent plus facilement aux femmes de travailler. Mais sur l'aspect, par exemple, chinéen, quand même, si la Chine, alors il y a peut-être ces différences culturelles, mais on regarde entre 80 et 2016, l'accroissement de la population chinoise, c'est 42%, celle de la population indienne, c'est de 85%. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette politique, qui n'était pas une politique démocratique, ça c'est certain, on aurait peut-être eu quand même plusieurs centaines de millions de Chinois en plus, ce qui n'est pas complètement négligeable. Bon, mais surtout ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce que, donc on nous a dit nous sommes 7,5 milliards et les 10 ou 11 milliards, c'est une prédiction, je dirais, tout à fait, je dirais, scientifique, solide. La question, c'est est-ce que, avec les aspects de ressources non renouvelables qui s'épuisent, l'aspect réchauffement de l'atmosphère, etc., où on nous dit, bon, il va falloir limiter, mais on sait que quand même, il y a beaucoup de populations qui sont loin d'avoir le niveau, je dirais, de confort du mode de vie occidental, mais qui aspirent à ce niveau. Alors même si on nous dit que nous, on va économiser 5%, mais les autres, ils n'ont pas envie d'économiser. Et la question, est-ce que la Terre peut se permettre, je dirais, d'avoir 10 ou 11 milliards par rapport à ces défis
environnementaux, et est-ce que, peut-être, il ne faut pas, d'une manière, j'allais dire, d'éducation, de discussion comme celle-ci, de dire que peut-être ce modèle dominant, c'est d'avoir une croissance même modérée de la population est une bonne chose, de se dire que ce n'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Voilà, c'est une question que je voulais poser. Alors, oui, on passe du niveau famille, mais c'est bien, tout le monde se pose cette question. Et alors, on l'a déjà un petit peu abordé, les 2 à 3 milliards supplémentaires, c'est presque assuré, on n'y échappera pas. Et donc c'est illusoire de penser pouvoir casser les courbes démographiques, d'arrêter la croissance tout de suite. Hein. Et le sachant, c'est vrai qu'il y a les défis environnementaux, planétaires, et sachant que le levier démographique, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça va peut-être jouer, mais au-delà de 2050, 2100, au 22e siècle, mais pas dans les prochaines décennies. En revanche, les défis sont pour tout de suite. Épuisement des ressources, réchauffement de la planète. Et là, on voit bien qu'il y a l'autre levier sur lequel on peut agir, c'est les modes de vie. Et donc, je dirais qu'il y a urgence à s'interroger sur nos modes de vie, à essayer de les modifier. Et d'abord au Nord, parce que les modes de vie des gens du Nord, ils servent un peu de modèle à toute la planète. Donc, c'est facile de reprocher à tous les habitants du Sud, dont les pays voient leur population augmenter rapidement, qu'ils vont contribuer. Mais la responsabilité, elle est d'abord au Nord. Modifions tout de suite nos comportements pour être plus respectueux de l'environnement, plus économes en ressources. Ça servira à la fois dans nos régions et puis pour l'ensemble de la planète. Et je dirais que le nombre des hommes n'est finalement pas la question numéro 1 pour les prochaines décennies, c'est plutôt celle des modes de vie. Donc je me coupe un peu l'herbe sous le pied comme démographe, mais comme vous l'avez dû le comprendre, c'est une illusion de penser pouvoir jouer sur le levier démographique, en tout cas à court terme. Et je pense qu'on peut et on doit jouer sur les autres leviers qui sont à notre portée. Et les modes de vie, bien évidemment. On pourrait y revenir, mais c'est une réponse rapide. Alors, les modes de vie changent, effectivement, comme on en parlait juste avant. Et alors, je suis allé sur le site coparent.fr parce que je ne savais pas bien ce que c'était que la notion de coparentalité. Et alors, c'est défini très clairement. La coparentalité, c'est le fait d'élever un enfant ensemble, que vous soyez en couple ou non, célibataire, marié ou divorcé ou de même sexe. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une évolution de cette notion de parentalité. C'est l'évolution des techniques, l'évolution des mœurs, l'évolution de la société qui permet d'envisager des parents de même sexe. Et c'est bien sûr sur ce genre de questions que le législateur va devoir se pencher prochainement, notamment lors du projet de révision de la loi de bioéthique. Donc on a l'impression, effectivement, comme on l'a dit à l'instant, que la question de société est très importante par rapport à l'enjeu démographique, qui est peut-être moins marqué. Monsieur Tout-le-Monde, je voulais déjà vous poser la question, c'était quelle est la proportion de couples concernés? Est-ce qu'on est sur une toute petite proportion, une proportion plus importante, et est-ce que ça entraîne des difficultés, notamment dans le recensement de ces couples? Alors, oui, pour compter des catégories, il faut déjà savoir dans quelle catégorie on met les personnes, dans quelle case on les met. Donc d'abord, pour compter les couples de même sexe, il faut savoir ce que c'est que d'être en couple ou de vivre en couple. Et pour compter les couples de même sexe, il faut savoir ce que c'est que de vivre en couple avec une personne de même sexe. Alors, la définition qui est utilisée dans le recensement, c'est de recenser des ménages, c'est-à-dire des gens qui vivent ensemble sous le même toit. Et en général, ils ont un seul logement qu'ils partagent et ils sont recensés dans le même logement. Donc, si on se restreint à une définition qui est des personnes qui vivent dans le même logement et qui disent qu'ils sont en couple l'un avec l'autre, dans ce cas-là, on est obligé, vous voyez, de poser un grand nombre de questions. Par exemple, ça paraît tout bête, mais les pairs de même sexe qu'on trouve le plus souvent dans la population, ce sont des pairs de femmes qui sont mariées,
mais elles ne sont pas mariées l'une avec l'autre. Elles sont mariées avec des hommes qui travaillent sur des chantiers ailleurs, et elles partagent un logement, une colocation, disons. Et donc, si on y prend garde, on peut avoir beaucoup de paires de personnes qu'on va considérer comme des couples de même sexe. Et de même, il y a quelques personnes qui se trompent quand ils remplissent les bulletins du recensement, très peu, hein, peut-être un demi%, mais dans un couple de sexes différents, il suffit qu'il y en ait un des deux qui se trompe quand il déclare son sexe pour que ça apparaisse du point de vue statistique comme un couple de même sexe. Donc ça paraît très anecdotique, c'est très rare, mais comme il y a à peu près, d'après les enquêtes plus précises qu'on peut faire, 100 000 couples de même sexe qui vivent ensemble, à comparer à 16 millions de couples différents, donc vous voyez, on est à peu près à 0,6%. Il suffit qu'il y ait, c'est à peu près ce qui se passe, 0,3 ou 0,4% des personnes qui se trompent quand ils déclarent leur sexe, pour avoir dans le recensement plus d'1% des couples qui sont des couples de même sexe, mais dans ce pourcent, il y en a plus de la moitié qui sont des faux couples de même sexe. Donc si on veut repérer les couples de même sexe, et c'est une demande des personnes qui vivent en couple de même sexe d'être comptées au recensement. Hein, les personnes qui vivent en couple de même sexe, elles veulent être comptées pour compter. Et donc le respect de la vie privée des gens, ça ne consiste pas du tout à dire non, on ne va pas poser ces questions qui sont indiscrètes, c'est plutôt l'inverse. Hein. Respecter les personnes, c'est leur poser des questions qui sont pertinentes pour elles. Mais ça nécessite des efforts, et il y a beaucoup de pays qui le font. Il faut poser des questions particulières, soit préciser une catégorie spéciale couple de même sexe, soit, et c'est le cas sur Internet, c'est fait dans beaucoup de pays, avoir une question de rappel. Ah bon, vous nous avez dit que vous étiez en couple, vous êtes de même sexe, est-ce que vous confirmez que c'est bien ça? Bon. Donc il faut faire des efforts spécifiques. D'un point de vue statistique, on va dire, les couples de même sexe sont tellement peu nombreux qu'ils sont très difficiles à repérer. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est souvent un peu contre-intuitif. Faire un effort pour repérer les couples de même sexe, c'est pas faire la chasse aux homosexuels, c'est leur permettre d'exister d'un point de vue social en sachant d'abord combien ils sont et dans quelles conditions ils vivent. Merci. Virginie Rosé, peut-être sur cette notion de coparentalité, est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Non, pas vraiment. Est-ce que je pourrais... Oui. J'étais très intéressé par votre commentaire, poser des questions, par exemple, sur les couples de même sexe, ça permet effectivement de les faire exister, je dirais, socialement et dans les statistiques. Or, en France, nous avons ce problème qui d'ailleurs pose de temps en temps aux généticiens aussi des difficultés, c'est l'histoire de ce qu'on appelle les statistiques ethniques, ou d'origine de population, qui, je crois, en France, sont très mal vues, etc., y compris quand il s'agit de savoir est-ce qu'il y a des discriminations au travail pour certains groupes de population, est-ce qu'il y a des discriminations du point de vue de la santé, est-ce qu'il y a des discriminations... ou le fait que les statistiques de type origine de population sont... je pense, non permise ou en tout cas très, très mal vue. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi, d'ailleurs, dans ces études démographiques, de pouvoir? Et pour un généticien, c'est que quelquefois, il y a des maladies qui existent plus spécifiquement dans certaines populations, de pouvoir vraiment demander, par exemple, quelle origine vous êtes de manière officielle. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors peut-être, bon, d'abord, ces statistiques ne sont pas du tout interdites, hein, elles sont tout à fait possibles. Grâce à la loi informatique et liberté, les modalités de questionnement sont encadrées, et donc il y a des précautions spécifiques quand on veut poser des questions sur les opinions politiques, l'orientation sexuelle, les origines ethniques. Donc, on peut poser ces questions, mais à condition de prendre des précautions. Il y a, dans les grandes enquêtes de la statistique publique, on pose des questions, par exemple, sur le lieu de naissance des personnes, mais aussi sur le lieu de naissance de leurs parents. Il a été question d'introduire ces questions dans le recensement. Bon, les places sont chères dans le recensement, hein, ça coûte très très cher d'introduire une question. Donc, les priorités, finalement, n'ont pas été décidées dans cette direction. Il y a aussi la question que
savoir quelle est l'origine ethnique des gens, ou pour parler comme les anglo-saxons, la race, c'est quelque chose de difficile en France. Moi, si vous me demandez ma race, je vais avoir du mal à vous répondre. Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de lois qui dépendent, et historiquement, la race a été un élément de définition fondamental des personnes. En France, à l'état civil, on ne demande pas la race des gens, on demande leur profession. Alors qu'il y a des endroits où on ne va pas du tout demander la profession des gens dans l'état civil, ça ne va pas être une question pertinente. Donc vous avez raison, on a besoin d'outils pour repérer, disons, les comportements. D'un point de vue médical, ça peut être intéressant d'avoir des origines des personnes. Et il faut bien distinguer le fait d'avoir une gestion différenciée des personnes selon leur origine ethnique, ce qui est tout à fait contraire à la loi, et le fait de faire des statistiques pour repérer les différences de comportement des personnes selon leur origine, ce qui est tout à fait autorisé. Hein. C'est un mythe de croire que c'est interdit, c'est tout à fait autorisé. De même, on peut très bien poser la question dans le recensement pour repérer les couples de même sexe, alors que les questions sur l'orientation sexuelle sont des questions sensibles. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de possibilités de latitude qu'on ne le croit. Et il y a une espèce de... On agite un peu un chiffon rouge. Bon, maintenant, d'un point de vue médical, il faut connaître les origines génétiques des personnes. D'un point de vue social, en général, quand on connaît justement le pays de naissance des parents des personnes, ça commence à être assez précis. Et moi, j'utilise toujours cet exemple. Aux États-Unis, les Espagnols, ils ne sont pas blancs, ils sont d'abord hispaniques. Alors que les Libanais, ils sont blancs. Alors, après le 11 septembre, ça a changé. Hein, les personnes d'origine arabe, ils sont devenus un petit peu moins blancs qu'avant. Alors qu'en France, l'idée qu'un Libanais serait blanc, ça paraît un peu bizarre. Bon. Et donc, on voit bien que ces catégories raciales, c'est d'abord et avant tout des catégories politiques et historiques. Et on a bien vu, d'un point de vue génétique, la recherche des races, qui a été une quête dans toute la fin du 19e et le début du 20e, ça a été une impasse. Et on voit bien qu'il y a des différences génétiques dans les populations, mais de parler en termes de race, d'un point de vue scientifique, c'est un peu une impasse. D'un point de vue politique, ça a conduit quand même à des abominations. Donc, il faut prendre ces choses avec précaution, mais il ne faut pas croire que tout est interdit. On n'est pas du tout dans cette situation. Gilles, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ah non, c'est très bien. Alors, avant de passer aux questions du public, j'avais juste une dernière question encore pour balayer très largement et succinctement les bouleversements que la reproduction peut apporter à la société sur le plan démographique. On a l'impression aussi que, probablement avec le vieillissement de la population, la bonne santé, les femmes qui travaillent, qu'il y a un recul de l'âge du premier enfant. Alors, bon, c'est une impression qu'on a, bien sûr, en regardant autour de nous. On sait qu'il y a des différences selon les régions. On ne sait pas exactement si c'est le cas partout dans le monde ou si c'est propre à certaines particularités régionales. Mais Virginie Rosé, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est observable, quantifiable? Et qu'est-ce qui, sur un plan sociologique, pourrait expliquer ce phénomène? Alors, l'âge de la maternité au premier enfant, elle est plus ou moins stable quand même, hein, ces dernières décennies. Hein. On est aujourd'hui, du moins on l'était en 2015, autour de 28 ans, donc pour une femme. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est les nouveau-nés qui ont une mère de plus de 40 ans. Donc, pareil, là aussi, c'est un phénomène qui a les mêmes proportions plus ou moins tout au long du siècle. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces maternités dites tardives, elles connaissent, donc au-delà de 40 ans, hein, elles concernent de plus en plus le premier enfant. Alors, ça représente en 2015 toujours 5% des nouveau-nés. Et pour les pères, c'est 17%. Enfin bon, voilà, c'est juste pour donner quelques chiffres. Alors, les femmes, donc Laurent l'a expliqué, ont désormais la possibilité, hein, si elles le peuvent et si elles le souhaitent, hein, de faire des études supérieures, de travailler, de s'investir pleinement dans une carrière professionnelle, ce qui peut amener donc justement à différer la maternité. Pour autant, la maternité dite tardive, elle n'est pas forcément acceptée par la société française, sauf peut-être les cas d'actrices ou de femmes politiques. Mais dans les entretiens que j'ai réalisés, la maternité tardive, elle est parfois assumée. Hein. Les femmes ont déclaré clairement qu'elles n'étaient pas prêtes avant 40 ans d'avoir un enfant. Mais dans la majorité des cas, avoir un enfant après 40 ans, c'est pas vraiment un choix, c'est pas vraiment un plaisir. C'est souvent le résultat d'un long parcours d'AMP qui a été infructueux,
d'une mise en couple tardive ou voire d'une remise en couple après une première union et une situation estimée pas suffisamment stable émotionnellement et économiquement pour accueillir un enfant avant. Alors, comme Laurent l'expliquait, effectivement, les femmes en France, elles sont soumises à la double peine, je dirais même à la double journée entre carrière et famille, même si en France, on est quand même mieux lotis que dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, où socialement, maternité et investissement professionnel, c'est incompatible, c'est très mal vu. Mais ce qui est pour moi important, alors déjà, c'est de souligner que je parle de maternité tardive au-delà de 40 ans, alors que ce serait plus même aujourd'hui au-delà de 45 ans, avec les avancées de la médecine. Et je voudrais préciser qu'il y a très peu de femmes qui ont des enfants au-delà de 45 ans. C'est vraiment une minime part. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que c'est important aussi de déconstruire un peu les discours qu'on a autour de ces maternités, parce qu'on a souvent tendance à culpabiliser les femmes, surtout celles qui demandent une aide médicale. On a souvent tendance à entendre, on entend souvent, mais pourquoi n'ont-elles pas fait des enfants plus tôt et elles se réveillent maintenant qu'il est trop tard ? Et donc on explique bien aux femmes qu'elles doivent apprendre à gérer leurs projets familiaux, donc c'est reproductif, et leurs projets professionnels, et donc elles doivent avoir des enfants avant qu'il soit trop tard, comme je viens de le dire. Mais ces discours, sur un plan sociologique, ils sont empreints d'importantes inégalités de sexe et d'importantes inégalités de classe sociale. Déjà, ils ne concernent pas les hommes. Donc, alors certes, leur fertilité baisse moins vite et de façon moins tranchée que celle des femmes, mais il ne leur est jamais demandé à eux de gérer, voire d'avoir à choisir entre leur vie familiale et leur carrière professionnelle. C'est un casse-tête en fait qu'on réserve aux femmes parce qu'on considère encore que la femme est la principale actrice de l'éducation des enfants et de leurs soins, ce qu'on appelle en sociologie les activités du care. Par ailleurs, ces discours, ils révèlent aussi des inégalités de classe, car bien évidemment, concilier maternité et projet professionnel, ça s'avère beaucoup plus facile pour les familles et les couples aisés qui ont les moyens justement de déléguer le travail domestique et la garde des enfants, donc ces fameuses activités du care, pour se consacrer à des études supérieures ou à une carrière professionnelle ascendante, tout en ayant des enfants. Donc aujourd'hui, il y a des techniques pour pallier aux infertilités liées à l'âge et ou pour être mère plus tard. Donc il y a le don d'ovocytes et en amont la vitrification ovocitaire. Et ces techniques, elles pourraient permettre de redéfinir justement le terme de choix entre carrière et maternité, mais elles sont aujourd'hui difficiles d'accès, voire impossibles en France, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des révisions de la loi de bioéthique. Merci, je crois que M. Pizon voulait rajouter quelque chose. Oui, parce que dans le propos de Virginie, il y a peut-être quelque chose à compléter ou corriger. C'est concernant l'âge à la première maternité, il a énormément reculé. Alors en France, dans les années 70, il était autour de 24 ans. Aujourd'hui, il est de 28 ans et demi, donc c'est la première maternité. Et l'âge moyen, toutes les maternités a augmenté aussi. Alors c'est un mouvement fondamental. Parce qu'en France, il s'est fait sans que les femmes aient moins d'enfants que leur mère. Mais les femmes qui ont leurs enfants aujourd'hui, elles en ont autant que leur mère, mais à des âges nettement plus tardifs. Et ce recul des maternités, on l'observe partout ailleurs, partout sur la planète, y compris dans les pays du Sud, pour un peu les mêmes raisons. Les femmes, dès le moment qu'elles vont à l'école, qu'elles vont à l'université, qu'elles rentrent en union ou se marient plus tard, enfin, toute la biographie a été changée avec un retard des maternités. Donc c'est pas seulement la France, mais fallait le dire parce qu'au début, je crois que tu as dit qu'il n'avait pas beaucoup changé. C'est au contraire un mouvement très important dans l'ensemble de l'humanité. On va donner la parole à la salle, donc il y a 2 micros qui circulent, mais je m'accorde le privilège de poser la première question. Et vous avez tous dit, si je résume de manière un peu lapidaire, que les politiques natalistes ont des effets à la marge et que des gouvernants peuvent introduire des politiques natalistes. Première partie de ma question, est-ce que
on a des corrélations claires entre une politique et ses effets? En d'autres termes, est-ce que ça vaut le coup de mettre en place des politiques natalistes? Puis deuxième partie de la question, il y a quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a abordé, c'est le poids des religions dans les orientations natalistes d'une société. Est-ce que si les politiques ont très peu de poids, est-ce que en revanche les religions ont du poids sur le fait qu'une société soit plus ou moins nataliste? Alors, je peux commencer parce que c'est moi peut-être qui ai parlé de cet effet des politiques qui est modeste, mais il existe quand même. Alors il faut savoir que la France est en Europe un pays qui a une longue tradition de politique nataliste, alors qui s'est muée en politique familiale, hein, mais elle garde cette histoire. Beaucoup d'autres pays européens ont des politiques qui, à l'origine, n'avaient pas pour premier objectif, ou même pour objectif tout court, de faire augmenter les naissances. Et c'est le cas de tous les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves, qui ont une politique alors familiale pour aider les familles, les femmes, à élever leurs enfants et à les avoir, les enfants qu'elles souhaitent, mais sans qu'il y ait forcément une obsession nataliste ou un objectif nataliste. Avec ça, ça représente des efforts au point de vue financier qui sont à peu près du même ordre qu'en France. Ça représente des dispositifs qui, pour certains, se retrouvent dans la politique familiale française, hein, mais sans qu'il y ait de relents natalistes. Alors ces politiques familiales, elles ont quand même un effet, probablement, puisqu'elles sont là pour favoriser, alors Laurent Toulmont l'a dit, d'abord l'activité des femmes, la conciliation entre une carrière professionnelle et puis la vie de famille. Et l'idée, c'est de pousser les couples à plus d'égalité, pousser la société à plus d'égalité. Donc je pense qu'elles ont leur rôle. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au total, une des conséquences, c'est que les femmes et les couples ont plus d'enfants que dans les pays du sud de l'Europe ou de l'est de l'Europe qui n'ont pas de telle politique familiale, qui investissent très peu. Donc au total, probablement que la carte de la fécondité en Europe, avec les fortes fécondités au nord et au nord-ouest de l'Europe, et puis les plus faibles au sud et au sud-est, hein, a un petit peu à voir avec les politiques. Mais ces politiques, elles correspondent aussi à l'état de la société, avec un partage plus égal et des statuts des femmes plus meilleurs dans le nord et le nord-ouest de l'Europe que dans le sud. Donc je voulais un peu corriger mon point de vue, mais je ne veux pas monopoliser la parole, peut-être les autres. Je pourrais répondre sur le poids des religions après, hein, c'est une autre question. Brièvement, pour compléter ce que disait Gilles Pizon, donc, les politiques très volontaristes qui ont été mises en place en Suède dans les années 60 consistaient à obliger les femmes à travailler. Parce que l'idée, c'était que pour être des citoyennes, il fallait qu'elles travaillent. C'était ça l'idée. Et donc, il fallait qu'elles puissent travailler même si elles avaient des enfants. Donc la Suède a mis en place des crèches, des modalités de travail à temps partiel, toute une série de mesures qui sont effectivement, comme l'a dit Gilles, assez proches de celles qui ont été mises en place en France en termes de conciliation vie familiale, vie professionnelle, qui ont eu les mêmes effets, c'est-à-dire d'avoir une fécondité assez élevée et une proportion de femmes qui travaillent assez importante. Mais en Suède, c'était considéré comme un effet collatéral plutôt néfaste, le fait que ces politiques pouvaient conduire à une hausse de la fécondité ou freiner la baisse de la fécondité. Alors maintenant, comme la fécondité est devenue basse dans beaucoup de pays d'Europe, c'est considéré comme un effet secondaire plutôt bénéfique en Suède, alors qu'en France, c'était considéré jusque dans les années 1990 comme le but principal de la politique familiale, c'était de faire en sorte que les femmes aient des enfants, même si elles travaillent. Le but de la politique n'était pas de permettre aux femmes de travailler, il y avait plutôt des discours sur le libre choix. Avant, il y avait aussi des allocations de salaire unique, enfin, il y avait toutes sortes d'avantages pour les femmes qui ne travaillaient pas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une politique familiale? C'est pas très simple. Et ensuite, quels sont les effets et quelles sont l'efficacité? On le voit dans des pays comme la Corée, qui depuis une dizaine d'années ont investi énormément d'argent dans la politique familiale, avec un objectif nataliste très prononcé. Bon, il faut dire qu'ils partaient de vraiment très bas, et ils sont maintenant à peu près à la moyenne des pays de l'OCDE en termes d'aide aux familles, mais ça ne s'est pas du tout accompagné d'un changement dans les rôles des hommes et des femmes sur le marché du travail. Et en gros, quand une femme devient mère, elle perd toute possibilité de faire carrière. Et c'est là que ça bloque. Et donc, on voit bien qu'une politique familiale, c'est
un investissement financier, mais c'est aussi un ensemble de changements, et ça pose un problème dans des pays, disons, encore une fois, où les rôles sociaux des hommes et des femmes sont assez rigides. La politique familiale, elle doit s'accompagner d'un changement des rôles des hommes et des femmes. Alors peut-être un mot sur la religion pour être un petit peu provocateur. Deux choses. D'abord, à la fin des années 60, quand l'Église catholique a décidé de condamner toutes les formes de contraception qui n'étaient pas dites naturelles, il y a eu un divorce entre les catholiques et l'Église, et les catholiques se sont mis à pratiquer la contraception autant que les autres. Donc dans les années 70, il y a eu un divorce, disons, les catholiques français ont désobéi à l'Église, et aujourd'hui on voit qu'en Europe, les pays les plus religieux, qui sont les pays où les structures familiales sont les plus solides, sont les pays où la fécondité est la plus basse. Et donc il y a un discours, alors les féministes suédois se moquent un peu des pays traditionnels en disant que c'est la famille contre la fécondité. Dans les pays où la famille est solide, les rôles sont différenciés, et donc si les femmes veulent échapper à la sinistre condition qu'on leur promet, il faut qu'elles renoncent à avoir des enfants. Tandis que dans des pays comme la France ou l'Angleterre ou la Suède, les gens se font un petit peu avoir petit à petit, ils se mettent en couple sans y penser, puis finalement ils se marient, puis finalement ils font des enfants, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se font piéger, ils se finissent par se retrouver avec 2 enfants, sans s'être dit à 20 ans, quand ils se sont mis en couple, ah ben je me mets en couple, du coup je vais me marier, du coup je vais avoir un enfant, du coup je vais en avoir un deuxième. Et il y a entre l'âge au premier rapport sexuel, c'est 18 ans, l'âge à la première vie en couple, c'est 24 ans, l'âge à la première naissance, c'est 28 ans. Donc vous voyez, il y a toute une fluidité des comportements. Donc à l'échelle de l'Europe, on peut dire, la religion est plutôt de nature à limiter le nombre des naissances. Bon, maintenant, à l'échelle du monde, c'est compliqué, il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de pays et des relations entre la religion et l'État, des choix des sociétés qui sont plus ou moins démocratiques, où les gens ont plus ou moins la possibilité de choisir. Donc je me restreins, ce que je dis est valable uniquement pour les pays d'Europe, la France et ses voisins. Alors, si je peux compléter sur le oui, à l'échelle mondiale, il n'y a pas de corrélation entre la carte, mettons, de la fécondité et puis la carte des religions. Le plus grand pays musulman du monde par la population, c'est l'Indonésie, qui a connu une baisse de sa fécondité. Les Indonésiennes, les Indonésiens ont peu d'enfants. Et un deuxième exemple, c'est l'Iran. L'Iran a eu une histoire du point de vue de l'évolution de la taille de la famille et de la fécondité qui est assez étonnante. Jusque dans les années 80, les Iraniennes avaient 6, 7, 8 enfants en moyenne chacune, alors que c'était un pays qui était déjà relativement développé, les femmes étaient relativement instruites, il y avait une économie qui progressait. Oh, ça a été un étonnement pour les démographes. Et puis brutalement, en 10 ans, la fécondité en Iran a chuté de 7, 8 à 2 enfants. Alors en plein régime très dur des mollahs, dans un régime islamiste. Et donc là aussi, surprise, parce qu'on associe souvent l'islam et puis la forte fécondité. Donc on a tort. Et alors, pourquoi cette histoire particulière ? D'abord, pourquoi ce maintien d'une fécondité très élevée en Iran ? Ça avait sans doute rien à voir avec la religion. C'était plutôt que l'État avait une politique très généreuse d'État-providence, dont tous les prix étaient subventionnés. Et les femmes, donc le coût de la vie était très peu important, et les femmes qui étaient instruites pour une partie qui pouvaient aller travailler, elles étaient gardées à la maison ou elles restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Dans les années 80, contre-choc pétrolier, le prix du pétrole s'effondre, l'État n'a plus pu maintenir sa politique très généreuse, le coût de la vie a renchéri énormément, les femmes ont dû aller travailler et puis la fécondité est tombée brutalement. Alors, encore une fois, dans un pays où l'État a peut-être moins un point de vue sur la fécondité, il n'était pas particulièrement favorable à ce que les femmes aient très peu d'enfants, parce qu'il fallait du monde pour alimenter la guerre. On sortait de la période de la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a coûté énormément. Avec ça, les régimes musulmans ne sont pas opposés à la contraception, contrairement à les autorités catholiques qui font toujours une fixation, mais ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas cette fixation sur la contraception. Monsieur ? Oui, Jean-Sébastien Pierre. Pierre, c'est le nom de famille de la Libre Pensée.
et par ailleurs professionnellement dynamicien des populations animales. Donc ce forum m'intéresse particulièrement ici. Juste un petit mot sur les religions avant de commencer, c'est que clairement ce que dit monsieur est tout à fait vrai. Ils ont été débordés sur la question de la contraception, mais ils se sont repliés à l'heure actuelle sur d'autres questions, en particulier l'IVG, la PMA, la recherche sur l'embryon humain. Je pense que ce sera le sujet d'autres tables rondes. J'aurais tendance à pronostiquer pour ma part, pour me risquer, je ne suis pas sociologue, mais pour me risquer à une prédiction sociologique, que l'extinction du malthusianisme est une utopie. Tellement il est permanent dans toutes sortes de choses. Mais le discours malthusien, à l'heure actuelle, s'est subtilement orienté vers l'écologie. Devant l'évidence de la transition démographique, et là-dessus, je remercierai jamais assez les démographes humains d'avoir compris le phénomène, de l'avoir expliqué, de l'avoir exposé, et donc d'avoir fait taire les fous furieux de la bombe P qu'on a connue dans les années 70. Mais on ne nous promet plus, comme Malthus, la famine généralisée, ça c'est à peu près terminé, mais le désastre écologique complet. Alors cette idéologie, malheureusement, a même atteint une partie du monde scientifique, qui a réussi à bâtir le mythe de la 6e extinction. Bon, là-dessus, je pense que beaucoup de mes collègues m'injurieraient s'ils m'entendaient parler comme ça. Mais on peut s'attendre en tout cas à l'invasion de cette thématique néo-malthusienne dans le champ de la bioéthique, en particulier avec la théorie de l'empreinte écologique. Nous n'avons qu'une planète et on occupe en fait chacun tant d'hectares de ressources, qui n'est jamais que la transcription actuelle de la théorie qui s'est révélée fausse dans je ne sais combien de cas, de la théorie malthusienne de la croissance simplement arithmétique des ressources. Je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de tout ça, mais le docteur Bandel a déjà effleuré la question tout à l'heure. Il y a des réponses à la table ronde? On l'a déjà évoqué, hein. Vous avez d'un certain côté fait un constat lucide et on l'a dit, on ne va pas pouvoir jouer sur la population dans l'immédiat. Donc l'urgence, c'est les modes de vie. Et le défi, c'est de vivre à 10 milliards d'humains en 2050, mieux que ne vivent les 7 milliards et demi d'aujourd'hui, mais en assurant l'avenir, c'est-à-dire en modifiant radicalement notre façon de vivre. Bonjour, Marcel David, retraité. J'avais une question. On parle beaucoup tout le forum, on a parlé d'augmentation de la démographie dans tous les pays du monde. Je voudrais savoir s'il y a des pays où la démographie diminue et pourquoi. Et j'ai dans l'idée, pour des raisons personnelles, je parle du Japon. Vous avez trouvé le bon exemple. La population du Japon diminue parce qu'il y a plus de décès que de naissances. Et cet excès de décès n'est pas compensé par un apport migratoire, même si le Japon se fait à l'idée petit à petit que pour maintenir la population et pour qu'il y ait encore des Japonais dans quelques siècles, il va falloir probablement qu'il ouvre ses portes. C'est difficile pour le Japon qui, n'a pas de tradition d'immigration, mais l'Allemagne n'en avait pas non plus. Et contrairement à l'Allemagne, il y a d'autres pays, ne s'est pas converti à l'immigration. Pour l'instant, le Japon, qui est très nationaliste, qui a une haute idée de ce qu'est un Japonais, ne se fait pas à l'idée qu'un Japonais puisse être noir, alors que beaucoup de pays qu'on n'aurait pas pensé, comme l'Allemagne, parce que pendant longtemps, un Allemand, c'était quelqu'un qui était de souche allemande, il fallait prouver. Ils ont complètement changé là-dessus. Et c'est un pays qui est ouvert à la migration, qui donc l'assume, peut-être pas totalement, il y a des débats. Le Japon a beaucoup à progresser là-dessus s'il ne veut pas que sa population continue de baisser et surtout vieillissent avec un manque de main-d'œuvre. Enfin, c'est ces questions-là. Alors, il y a peut-être quelques autres exemples, mais le Japon est un bon exemple de pays qui
qui diminue. Bonjour, ma question s'adresse à Monsieur Toulemont. Vous avez évoqué à 2 reprises la nécessité d'une égalité au sein des couples afin que les femmes puissent avoir des enfants et avoir quand même encore une vie professionnelle et sociale. Et vous avez un petit peu balayé l'évolution que moi je constate, et je voudrais quand même rendre à César ce qui est à César, à savoir qu'aujourd'hui, dans ma génération, alors est-ce que, et c'est ça ma question finalement, est-ce que je suis dans un milieu super privilégié ou non? Dans ma génération, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, la répartition des rôles est quasi strictement égalitaire chez certains. Et donc, est-ce que ça reste minoritaire aujourd'hui dans la société française, ou est-ce qu'effectivement c'est générationnel? Est-ce qu'effectivement les femmes vont avoir cette possibilité aujourd'hui de faire des enfants, y compris peut-être plus tôt, et de revenir à un âge sensiblement plus jeune pour faire leur premier enfant, si les hommes prennent leur part du boulot, ce qui me semble être le cas parfois, en tout cas. Alors, comment répondre de façon optimiste? On va dire, d'une part, les études qui regardent les mêmes personnes au cours de leur vie montrent que c'est avec la naissance du premier enfant, et encore plus avec la naissance du deuxième, que les rôles se différencient au sein des couples. Donc je ne sais pas si les gens que vous connaissez autour de vous ont déjà les 2 enfants qui font que les rôles se différencient au sein des couples. Et d'autre part, on l'a vu dans des pays comme la Suède, où il y avait des politiques très volontaristes de congés paternels, par exemple. Quand il y a eu la crise économique dans les années 90, les Suédois, ils ont arrêté de prendre des congés paternité parce qu'ils avaient peur pour leur carrière, les hommes. Et donc, il y avait eu des progrès très importants dans les années 80 en Suède, et il y a eu un espèce de retour dans les années 90, ça s'est remis un peu en place dans les années 2000. Donc ces progrès sont fragiles, et aujourd'hui, il suffit de voir dans les couples où la femme a un investissement professionnel plus important que l'homme, voire les couples où l'homme ne travaille pas pour s'occuper de ses jeunes enfants, c'est considéré encore aujourd'hui comme quelque chose d'un peu, au moins d'inhabituel, et peut-être de porteur de risque en termes de solidité du couple. Est-ce que l'homme va supporter ça? Est-ce que la femme va supporter que son homme ne travaille pas? Bon, c'est considéré comme problématique. Donc, vous avez tout à fait raison, les choses changent, mais d'une part, elles changent beaucoup plus chez les jeunes qui n'ont pas d'enfants que chez les parents qui ont déjà des enfants. Et d'autre part, il y a des pays qui étaient, disons, en avance sur la France sur ce chemin-là, qui ont eu des retours en arrière au moment de crise économique. Donc, vous avez sûrement raison, mais on n'en voit pas encore tout à fait la trace de façon claire aujourd'hui. Je peux donner quand même un exemple très, très spécial peut-être, mais la première ministre de Nouvelle-Zélande est enceinte de son premier enfant à 37 ans, et effectivement, dans ce cas-là, c'est monsieur qui devra assumer effectivement l'essentiel de l'aspect éducation. Mais certains des Néo-Zélandais sont quand même un peu perplexes, mais apparemment elle est très populaire et c'est une évolution. Oui, bonjour. Pourriez-vous m'expliciter la loi Neuwirth, que je trouve tout de même encore assez récente et qui me choque? Je ne sais pas si c'est le... Enfin, à moi vous parlez de la loi sur la contraception, on est un tout petit peu à côté du sujet, mais c'est une loi qui date quand même de 67, pas si récente que ça. Mais est-ce que quelqu'un souhaite te répondre? Oui, Laurent. Peut-être, je vous renverrai la question. J'ai pas très bien compris. Vous dites que cette loi vous choque, c'est ça que vous dites? Donc, qu'est-ce qui vous choque? Parce que c'est une loi qui a été donc votée il y a maintenant 50 ans. Elle a mis fin d'abord aux lois de répression contre la publicité pour les méthodes anticonceptionnelles, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de publicité, alors sauf qu'avec l'épidémie du sida, ça a un petit peu changé, mais vous ne voyez pas dans les journaux grand public des publicités pour des produits contraceptifs qui sont des médicaments. Ça a posé beaucoup de problèmes dans les années 1980, quand il y a eu l'épidémie de sida et que l'État voulait avoir une politique de diffusion, de favoriser les diffusions des préservatifs masculins, mais c'était illégal parce qu'il ne pouvait pas mettre en avant les aspects de limitation des naissances. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que les couples souhaitent limiter le nombre de leurs enfants. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que les couples qui ne limitent pas leur fécondité, ils auraient en moyenne, disons, Gilles l'a dit, dans les populations traditionnelles, 6 ou 8 enfants. Aujourd'hui, sans aucune contraception, les couples, ils auraient 10 ou 12 enfants en moyenne. Donc, c'est sûr que l'immense majorité des couples, aujourd'hui, prennent des précautions pour ne pas avoir d'enfants. Alors après, je n'ai pas bien compris ce qui vous choquait dans tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que la loi Neuwirth a juste rendu les choses un peu moins compliquées.
Bonjour, je m'appelle Christiane, je suis encore active, mais je prends congé pour participer au forum qui est passionnant. Voilà. Alors j'ai une question qui n'est pas du tout scientifique, mais je crois que c'est l'objectif. Est-ce qu'on ne fait pas des enfants tout simplement parce qu'on est heureux? Alors je compare l'Allemagne, la France. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en France, même si on râle beaucoup, qui fait qu'on est heureux et qu'on a envie de faire des enfants? Alors, peut-être... Vous faites bien d'applaudir parce que vous applaudirez peut-être un peu moins après, je vais être très bref. Il y a des économistes qui se sont mis à vouloir mesurer le bonheur. Alors, bon, je passe sur la qualité scientifique de l'opération, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ils posent la question aux gens s'ils sont contents ou pas. Bon. Et il y a deux choses qui sont sûres, c'est que le fait de vivre en couple, ça améliore le bien-être des gens. Et le fait de ne plus vivre en couple, ça le détériore. Par contre, le fait d'avoir des enfants, c'est beaucoup moins évident. D'une part, vous avez raison, ce sont les gens qui sont contents qui font des enfants. Mais quand ils ont des enfants, ils sont beaucoup moins contents. Et après, ça revient plus ou moins, et ça n'est que sur le très long terme. Hein. C'est un peu une blague, mais c'est ce qu'on voit aussi. Il n'y a rien de pire quand on est vieux que de ne pas avoir d'enfants. Hein. Mais pour ça, il faut avoir payé, il faut les avoir élevés. Bon. Et donc, on peut dire que de vivre en couple, c'est sûr, c'est bon pour le bien-être et le bonheur. Avoir des enfants, c'est un fardeau, ça a un coût, et ça justifie peut-être justement une politique d'aide aux familles, parce que il ne faut pas sous-estimer l'investissement. Alors évidemment, c'est une joie, on peut dire, il n'y a rien de pire que d'avoir des enfants, sauf de ne pas en avoir. Mais ça n'empêche que ça nécessite quand même une aide de l'État en direction des familles et des parents et des enfants, parce que c'est pas si simple d'avoir des enfants. Et puis on ne peut pas s'en débarrasser. Un conjoint, on peut s'en débarrasser, et des enfants, c'est plus compliqué. Oui, une remarque complémentaire. Mes collègues démographes et les hommes politiques souvent se posent la question, surtout en France, pourquoi les femmes, les couples n'ont-ils pas plus d'enfants? D'où ces politiques natalistes. Voilà. Moi, je trouve qu'on doit se poser la question dans l'autre sens. Pourquoi les femmes, les couples, les jeunes aujourd'hui ont encore des enfants? Pour la raison que vient de dire Laurent Tout-le-Monde. C'est bien connu que c'est fatigant, ça coûte cher, ça bribe votre liberté. Et donc, on a tout un tas de bonnes raisons pour ne pas faire d'enfants. Et il se trouve qu'on continue à en faire, malgré tout. Et donc, c'est plutôt cette question, d'où cela vient-il? Alors, comme j'ai une formation de biologiste et de zoologiste, je me dis, oh, ça doit être un petit peu ancré dans nos gènes. Toutes les espèces vivantes où l'instinct de reproduction a disparu, elles ont disparu, il n'y en a plus. Et donc, on observe sur la planète que des espèces où cet instinct qui nous pousse, alors je l'appelle instinct, mais on peut l'appeler autrement, qui est présent dans toutes les espèces, sinon elles disparaissent, il est quelque part aussi chez nous. Alors, il s'exprime de certaines façons, et qui nous pousse, malgré tout ce que ça comporte de fatigue, de coûts, d'avoir des enfants quand même. Oui, Martine Arnold. J'ai trouvé très intéressant cette mise en perspective par les démographes de l'influence sur la société, finalement, de natalité, mortalité, etc. Moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps sur la comparaison entre la France et l'Allemagne. Il me semble que depuis des années et des années, nous avons à peu près, je ne sais pas, 700 ou 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. Je ne sais pas combien il y en a en Allemagne, mais je me pose la question de la différence du taux de chômage. Il y a certes une question de structure économique qui existe aussi, qui est plus ou moins favorable de part et d'autre du Rhin, mais il y a quand même cette influence, et je me demande aussi si l'attitude de Merkel, qui a connu l'après-guerre en Allemagne, enfin en tout cas par ses parents, qui a été absolument terrible, qui est protestante, c'est-à-dire il y a peut-être pas mal d'empathie, mais il y a aussi l'enjeu économique, faire venir des gens déjà élevés pour travailler en Allemagne. Je regrette un peu que la presse ne mette pas ça en avant quand on parle constamment de notre taux de chômage dans notre pays. Alors, deux choses. D'une part, c'est vrai qu'en France, il y a
plus de nouveaux arrivants sur le marché du travail que de gens qui prennent leur retraite. Donc, pour faire baisser le chômage, il faut créer plus d'emplois qu'en Allemagne, et c'est un des arguments qui est souvent donné par les économistes, mais qui est aussi un nouvel avatar de la vision malthusienne. Parce que, d'une part, d'un point de vue, les modèles économiques montrent que c'est à peu près neutre, hein, le fait d'avoir une population qui croît ou qui diminue dans une large plage de valeurs. Bon, si la population croît vraiment trop vite, c'est difficile, et si la population décroît rapidement, c'est aussi un problème. Mais sinon, les emplois, on peut les créer. Et c'est plutôt un consensus social. Moi, j'ai été frappé, on peut reprendre l'exemple en Suède, il n'y a pas plus de chômage chez les jeunes que chez les autres. Et en France, les jeunes, ils sont très diplômés, ils sont prêts à travailler beaucoup, ils sont pas chers, et pourtant, ils sont chômeurs ou bien on les paye pas. En fait, on les fait travailler sans être payés sous forme de stage. Et ça, c'est un espèce de consensus social qui n'est pas économique, c'est un consensus politique. En France, on a décidé d'accepter que les jeunes soient maltraités. Voilà. Et ça, c'est un problème qui est avant tout un problème d'organisation sociale et politique. Et l'idée que s'il y avait moins de jeunes, ils s'en tireraient moins, c'est pas une idée qui est empiriquement vérifiée. Parce que dans les pays où il y a des générations nombreuses qui arrivent, ben c'est aussi, il y a un certain dynamisme. Il y a, bon, la question, c'est qu'il faut faire une place où nous vous arrivons. Et cette question-là, c'est pas une question, disons, c'est pas le marché économique qui règle ça. C'est un problème de consensus politique. Encore une fois, en France, on accepte l'idée que les jeunes vont faire des stages, ensuite ils vont avoir des contrats à durée déterminée, et c'est eux qui vont payer le prix d'une certaine façon de la flexibilisation du marché du travail. Mais ça, c'est d'abord une décision politique. C'est ni une contrainte démographique, ni une contrainte économique. Bonjour. Donc, je reviens un petit peu, je suis un petit peu aussi d'accord avec madame, parce que le bonheur, pour moi, d'avoir des enfants, c'est quand même important, à tel point qu'on s'en trimballe avec mes 4 collègues encore à peu près 35, 37, puisqu'on a nos élèves, voilà. Donc, bon, je suis mamie aussi, et donc, au-delà des parents, il y a les grands-parents. Et il y a aussi ce bonheur, on a plus de temps. Ce qui m'a choqué, c'est effectivement le mot fardeau. Oui, j'en ai eu ras-le-bol à certains moments, mais bon, quand même, le mot fardeau m'a un petit peu gênée. Même si au niveau financier, on en a bavé aussi. Et par contre, est-ce qu'on n'a pas maintenant des moyens de répartir les tâches avec du télétravail? Il y a d'autres façons de travailler qui font qu'on peut très bien concevoir d'avoir les enfants à proximité et non pas les déléguer uniquement à la crèche, à l'éducation, enfin, et bref, à l'entreprise et puis je ne sais plus à qui. Du coup, on peut très bien peut-être concevoir une autre façon de travailler pour élever les enfants, les éduquer, enfin voilà, avoir une vie un peu plus sereine, que ça soit pour l'homme ou la femme. Moi, alors là, c'est pas... Peut-être deux exemples extrêmes. En Corée, justement, un des éléments du débat, c'est que les personnes travaillent en général 60 à 70 heures par semaine. Et, pardon. Alors, une fécondité très faible. Une fécondité de 1,2 ou 1,24 enfants, donc une fécondité très basse. Hein. Et donc, ils ont des temps de travail hebdomadaire qui sont absolument vertigineux. Ils ont une croissance économique très très forte. Ils se sont mis à travailler tous et ils ont une croissance économique énorme. Et maintenant, ils ne savent plus comment faire parce qu'ils ne savent que travailler. Et donc, c'est un problème social qui est posé exactement dans les termes que vous dites. Il faudrait peut-être prendre un peu le temps de vivre plutôt que de vivre pour travailler. Et un autre exemple, c'est l'exemple de la Suède où les femmes ont dit « Nous, on veut travailler à temps partiel dans l'éducation et la santé. Ça ne nous intéresse pas de travailler à plein temps, ça ne nous intéresse pas de travailler dans la finance, on ne veut pas être des hommes, les hommes, c'est des hommes, les pauvres. Nous, on est des femmes, donc on préfère s'intéresser aux choses importantes de la vie, l'éducation, la santé et s'occuper de nos propres enfants. » Et donc on voit bien, c'est un discours qui pourrait paraître un petit peu aliéné de la part de la France, où on a plutôt une vision universaliste, où l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est surtout que les femmes n'ont qu'à devenir des hommes comme les autres. Et j'aurais tendance à dire, ce que vous demandez, c'est que les hommes deviennent des femmes comme les autres. Et ça, c'est peut-être que ça va se faire de plus en plus. Mais vous l'avez dit vous-même, ça vous choque de parler d'un fardeau des enfants, mais vous avez vous-même très bien décrit le fait d'éduquer ou d'élever des enfants, c'est quand même pas si facile au quotidien. Et donc c'est important que la société tout entière s'empare de ça pour alléger le fardeau, justement.
Bonjour, Marc Arnold. J'aimerais poser une question en quelque sorte très terre-à-terre, peut-être davantage aux généticiens. Qu'en est-il du décompte de spermatozoïdes chez les hommes jeunes? On lit partout qu'il diminue. Qu'en est-il? A-t-il une influence? Oui, alors je suis le généticien, mais pas du tout spécialiste, mais je dirais que j'ai lu comme vous, effectivement, qu'il y a apparemment une baisse. Alors, à quoi est-elle due? Alors, on parle effectivement des perturbateurs endocriniens qui pourraient avoir un effet. Je ne sais pas combien c'est prouvé. Si vous voulez, il y a souvent des papiers qui sortent ou dans les médias. La question, c'est de savoir est-ce que vraiment c'est des études qui le prouvent ou qui le supposent. Il y avait même cet aspect aussi de la chaleur qui diminue la spermatogénèse et les jeans très serrés sont peut-être défavorables à cet aspect. Ceci dit, je ne pense pas que ça soit vraiment ça qui a un effet sur démographique. Voilà. C'était pour rajouter dans ce sens, si les naissances diminuent ces dernières années en France, si le taux de fécondité diminue, c'est pas lié à cette baisse même très importante de la qualité du sperme et du nombre de spermatozoïdes. C'est en premier parce que les femmes, les couples choisissent de reporter un certain nombre de naissances. Alors cette baisse, elle pourrait se poursuivre encore un petit peu sans forcément influer sur la fécondité. Simplement, pour certains couples, le délai pour avoir une conception peut être allongé, mais il est déjà très long. Un couple dont la femme arrête la pilule ou enlève le stérilet parce qu'ils ont décidé d'avoir un enfant, il faut savoir que ça met souvent plusieurs mois pour obtenir une conception, ce que beaucoup de jeunes couples ne savent pas et donc ils sont très inquiets. On est une espèce où c'est pas si facile que ça d'obtenir une grossesse. Et donc la baisse du nombre de spermatozoïdes et tout ne fait que allonger à la marge très légèrement ce délai sans modifier le nombre d'enfants que les couples vont avoir. Peut-être juste sur l'aspect généticien, on connaissait très bien depuis longtemps, enfin disons depuis 50 ans ou 60 ans, l'effet de l'âge maternel sur la fréquence de la trisomie 21 qui est très important. Mais ce qu'on connaît maintenant depuis plus récemment, c'est l'effet de l'âge paternel sur ce qu'on appelle les mutations de novo qui sont responsables de maladies, qui peuvent être des maladies notamment du neurodéveloppement. Et donc, c'est un effet qui n'est pas majeur, mais qui est quand même important. Donc, il vaut mieux, même pour les hommes, de ne pas trop attendre parce que effectivement le risque, même s'il reste limité, augmente de maladies graves liées à ces mutations de novo, liées à l'âge paternel. Mesdames et messieurs, au nom de toute la salle, je vous remercie pour cette table ronde très brillante et très éclairante.